France, 1892. La nuit n'avait pas encore cédé la place au jour, mais le scandale était déjà dénoncé. Clara de Beaumont courait le long du chemin de terre, sa robe de mariée déchirée jusqu'aux genoux et les pieds couverts de boue froide. Le corset était ouvert à la hâte, la dentelle blanche tachée du sang de ses propres griffures, et le voile qu'elle avait laissé parmi les rosiers du manoir de son père, comme on abandonne un nom. Le mariage devait avoir lieu à l'aube. Non par amour. Par convenance. Elle avait 19 ans et allait être livrée, comme un objet, à l'homme le plus redouté de la région, Étienne Larocque. 43 ans. Propriétaire de la moitié des terres de la vallée. Connu pour deux choses, sa fortune et sa cruauté. Clara avait entrevu l'avenir dans son regard dès sa première visite. Il n'y avait aucune tendresse. Il y avait de la possession. Après-demain, tu seras ma femme. Et une femme apprend vite, avait-il dit en lui tenant le menton trop fort, devant son père, comme s'il testait déjà son obéissance. C'est à ce moment-là qu'elle décida de s'enfuir. Non par courage. Par instinct de survie. Tandis que la maison dormait, elle attrapa un vieux manteau de son frère défunt, quelques pièces de monnaie, un petit crucifix de sa mère, et sauta par la fenêtre latérale de la chambre. Elle tomba dans le jardin, déchira sa robe, se blessa à la jambe et ne s'arrêta pas. Elle ne savait pas où elle allait. Elle savait seulement qu'elle ne reviendrait jamais. À chaque pas, son cœur hurlait la même phrase. Plutôt mourir en chemin que de vivre dans cette maison. Des heures plus tard, épuisée, elle distinguait à peine la brume matinale. Ses mains tremblaient. Le froid la transperçait. Ses jambes flanchèrent. Et c'est alors que tout bascula. Quand Clara s'écroula sur le sol de la grange abandonnée, haut sur la colline, elle crut qu'elle allait s'évanouir et ne jamais se réveiller. Mais quelqu'un était là. Un homme. Grand. Dur. Couvert de paille, de sueur et de silence. Il portait un sac de foin sur ses épaules lorsqu'il entendit le bruit de son corps heurtant le plancher de bois. Il laissa tomber le sac, se retourna brusquement et fixa la scène comme on aperçoit un fantôme. Clara essaya de parler. Elle n'y parvint pas. Elle réussit seulement à se redresser légèrement et à laisser échapper un gémissement de douleur. Il s'approcha en deux grandes enjambées. Ses mains, sales de terre, lui agrippèrent les bras fermement, mais sans brutalité. « Ne me touchez pas. » Tenta-t-elle de protester faiblement. « Tu vas te taire, » répondit-il d'une voix basse, dure, impatiente, mais étrangement calme. Ses yeux étaient d'un vert fatigué. Il n'était ni jeune ni vieux. Il y avait dans son visage quelque chose de pierre et de tourmenté. Cheveux noirs et ébouriffés, barbe de plusieurs jours. Larges épaules. Torse nu sous la lumière filtrant à travers les fissures du toit. Un homme qui vivait de son corps et ne devait d'explication à personne. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il en regardant la profonde entaille sur sa jambe. Clara déglutit difficilement. Elle ne pouvait pas le dire. Elle ne pouvait pas faire confiance. Elle ne pouvait pas donner son nom. J'ai chuté. Il laissa échapper un petit rire. Presque un souffle d'incrédulité. Cette coupure ne vient pas d'une chute de fille gâtée. C'est du fil de fer. Une clôture de fortune. Une tentative d'évasion. Clara se figea. Il savait. L'étranger se retourna sans attendre de réponse. Il prit un linge propre, un bol d'eau bouillante encore chaude du feu, une petite bouteille de brandy. Lorsque l'alcool toucha sa peau blessée, Clara se cambra de douleur et tenta de retirer sa jambe. Il la retint. « Arrête » dit-il fermement. « Si tu bouges encore, ça va s'infecter et tu perdras ta jambe dans 2 jours. Tu crois pouvoir courir en boitant. » La phrase la transperça comme un couteau, une vérité à la fois. Elle prit une profonde inspiration. Elle resta immobile. Il travaillait en silence. De grandes mains calleuses, mais délicates. C'était le genre d'homme qui savait soigner les blessures. Comme quelqu'un qui avait l'habitude. Quand il eut fini de nettoyer le sang et de faire le bandage, il la regarda de nouveau, mais cette fois avec autre chose dans le regard. Ce n'était pas un jugement. C'était une analyse. Il essayait de comprendre ce qu'elle représentait. Et Clara, malgré sa fatigue, comprit, il évaluait si elle était un danger. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. Elle hésita un instant. Donner son nom, c'était lui donner sa vie entière. « Clara » répondit-elle enfin, dans un murmure. Il hocha la tête une fois.
Il ne dit pas « c'est beau ». Il ne dit pas « plaisir ». Rien de tel. Lève-toi, Clara. Je ne peux pas. Il se pencha et passa un bras sous son dos, l'autre derrière ses genoux. Elle tenta de protester à nouveau, essaya de paraître forte, mais en vérité, elle faillit s'évanouir de douleur et de froid lorsqu'elle sentit son corps se soulever du sol. Il la souleva comme si elle ne pesait rien. Et à cet instant, pour la première fois de la nuit, elle ressentit de la peur, et du soulagement. De la peur, car elle était sans défense dans les bras d'un inconnu. Du soulagement, car pour la première fois, quelqu'un la tenait dans ses bras, au lieu de la retenir prisonnière. Il la porta à l'intérieur de la simple maison en bois isolé, entourée de champs déserts et de silence. Il la déposa sur une chaise près du poêle à bois et alluma le feu sans la quitter des yeux. Elle. Où suis-je, murmura-t-elle. Il répondit sèchement. Sur mes terres. Et, qui êtes-vous? Il hésita avant de répondre, comme s'il ne voulait plus entendre cette question. On l'appelle Gabriel. Elle répéta le nom doucement. Gabriel. Il la regarda sérieusement. Et maintenant, Clara, vous allez me dire, qui vous poursuit? Son cœur s'arrêta. Car à cet instant précis, au loin, sur le chemin qui menait à cette même colline, un cheval trottait trop vite pour une promenade. Ils étaient déjà à sa recherche. Et si cet homme Gabriel décidait de la trahir, tout s'arrêterait là. Elle déglutit. Elle respira. Et elle prononça la première phrase qui venait vraiment du plus profond d'elle-même. S'il me trouve, je ne reviendrai pas vivante. Silence. Pas une mouche. Pas un souffle de vent. Rien. Seul le crépitement du feu. Gabriel la fixa longuement. Puis, sans détourner le regard, il dit simplement. Alors, aujourd'hui, personne ne te trouvera. Et il alla chercher le fusil. Le matin se leva, froid et gris, derrière la colline. Quand Clara ouvrit les yeux, elle crut un instant être de retour dans sa chambre du manoir, jusqu'à ce qu'elle aperçoive le plafond en bois, les poutres couvertes de poussière et la forte odeur de café mêlée à la fumée. Tout lui revint d'un coup. La fuite. La grange. L'homme. Gabriel était assis à table, coupant du pain avec un vieux couteau. La lueur du feu dansait sur les muscles de son bras, sur les cicatrices qui sillonnaient son torse nu. Il la regarda en réalisant qu'elle était réveillée, mais ne dit rien. Le silence entre eux était pesant. Clara tenta de se lever, mais son corps la faisait souffrir. La blessure à sa jambe la faisait souffrir, et le simple drap qui la recouvrait glissa, révélant la réparation de fortune de la nuit précédente. La robe était suspendue à une chaise, propre et sèche. Elle toucha le tissu, surprise. Commença-t-elle, hésitante. Merci. Il ne répondit pas tout de suite. Il prit une gorgée de son café, regarda par la fenêtre, puis dit, sans tourner la tête. Remercie-moi en gardant le silence. La phrase sonna abruptement, mais il n'y avait aucune méchanceté. C'était un homme qui avait oublié comment parler. Clara regarda autour d'elle. Tout était simple. Rustique. Un lit, une table, 2 chaises et un vieux portrait de femme encadré de fleurs séchées. La femme était belle, mais son regard était triste. « Votre femme ?» demanda-t-elle sans réfléchir. Gabriel se figea un instant. Puis, il répondit simplement. C'était elle. Clara comprit le message. Elle ne posa plus de questions. Le vent fit trembler la fenêtre. Le craquement du bois emplit le silence. Elle remarqua que le feu dans la cheminée était presque éteint et tenta de se lever pour le rallumer. « Restez allongé, dit-il sans la regarder. La plaie n'est pas encore cicatrisée. Je n'aime pas rester immobile. Alors vous allez devoir apprendre. Ici, personne ne court. » Clara déglutit difficilement. Il ne parlait pas avec colère. Il disait la vérité. Un homme qui avait fui trop loin et tout perdu en chemin. Quelques minutes plus tard, il partit sans dire où il allait. Il prit son épais manteau, son fusil et disparut dans le brouillard. Elle se retrouva seule. Durant la journée, elle explora la maison avec précaution. Elle découvrit un tiroir rempli de vieilles lettres toutes ouvertes, toutes non signées. L'une d'elles portait des traces de larmes séchées. Une autre, une date, le 3 avril 1889. C'était le jour où la femme du portrait était morte. Quand Gabriel revint, le soleil se couchait déjà.
Ses mains sentaient la fumée et le bois brûlé. Il était allé dans les bois ramasser du bois. Clara voulut parler, mais aucun son ne sortit. Il le remarqua. « Avez-vous peur de moi ?» demanda-t-il sans enlever son manteau. Elle hésita. « Non. Je ne sais tout simplement pas qui vous êtes. » Il la dévisagea, analysant chaque mot, chaque hésitation. Il répondit alors d'un ton presque triste. « Moi non plus, je ne sais plus. » Le vent s'engouffra par l'entrebâillement de la porte. Elle le regarda s'approcher du portrait de la femme et remplacer les fleurs séchées par des fraîches. Un geste simple, mais chargé de culpabilité. « Elle s'appelait Madeleine, dit-il enfin. Elle est morte il y a 3 hivers. » Clara ne demanda pas comment. Mais son silence en disait long. Gabriel se tourna vers elle et la regarda d'un air mêlant défi et avertissement. « Reste le temps que ta jambe guérisse. Ensuite, pars. Et s'ils me recherchent encore? Alors ne les amène pas ici. » La réponse le coupa net. Mais Clara comprit, derrière cette froideur se cachait la peur. Non pas la peur d'elle, mais la peur de lui-même. Quand il repartit, Clara s'approcha du portrait. Elle regarda le visage de la défunte et murmura. « Il t'aime encore. Mais il ne sait pas quoi en faire. » Le feu crépita dans la cheminée. Dehors, la neige commença à tomber. Et, pour la première fois depuis sa fuite, Clara n'eut pas envie de courir. Cette nuit-là, Clara rêva de pas. Lent, régulier, traînant le bruit d'une robe de satin frôlant le parquet. Quand elle ouvrit les yeux, la flamme dans la cheminée vacillait encore, mais la pièce était glaciale. Le vent semblait venir de l'intérieur. Elle se leva prudemment, s'appuyant sur sa jambe bandée. La lampe brûlait encore sur la table, mais quelque chose clochait. Faux. Le portrait de la femme était de travers. Clara s'approcha, le cœur battant la chamade. Elle passa le doigt sur le cadre, poussière, toile d'araignée, silence. Soudain, elle entendit un bruit derrière elle, une chaise qui grinçait, comme si quelqu'un venait de s'asseoir. Elle se retourna brusquement. Rien. Seulement le feu qui refusait obstinément de s'éteindre. Elle prit une profonde inspiration. Elle essaya de rire de sa propre imagination. Mais lorsqu'elle retourna se coucher, le portrait n'était plus de travers. Le lendemain matin, Gabriel la trouva dans la cuisine, en train de faire bouillir de l'eau. Ses yeux trahissaient son manque de sommeil. « Tu n'as pas dormi ?» demanda-t-il. « J'ai rêvé de pas. La maison est vieille. Elle fait du bruit. Ce n'était pas du bois. C'était quelqu'un. » Gabriel soupira. Il n'aimait pas discuter avec l'invisible. « Si tu comptes rester ici, tu dois apprendre une règle, dit-il. Ne nomme pas ce que le vent apporte. » Elle le regarda, perplexe. « Et que ramène le vent ? » Des choses qui devraient déjà être enterrées. Il partit avant qu'elle n'ait pu poser d'autres questions. Mais le ton de sa voix, c'était celui de quelqu'un qui savait exactement de quoi il parlait. Cet après-midi, Clara nettoyait la table lorsqu'elle trouva, sous une pile de vieux mouchoirs, une boîte en bois. Fermée à clé. Pas de clé. Sur le couvercle, le même nom gravé dans le fer froid, Madeleine. Elle la porta jusqu'au portrait, comme si le nom l'appelait. Elle essaya de l'ouvrir, mais la serrure résista. Puis, tandis qu'elle posait la boîte sur le buffet, elle entendit quelque chose dehors. Un son doux, presque un murmure. Son nom. Clara. Elle se figea. Elle courut à la fenêtre et ouvrit les rideaux. Rien. La neige tombait lentement, pure, sans trace. Mais le murmure persistait. Ni fort, ni menaçant. Juste triste. Et il venait de la grange. Elle traversa la cour, le vent lui fouettant le visage, sa robe collée à ses jambes. Elle poussa la porte de la grange d'un coup sec et le murmure cessa. À l'intérieur, tout était comme la nuit de son arrivée. À une exception près, la corde qui retenait le portail était coupée. Et par terre, au milieu du foin, gisait un ruban blanc. Vieux. Un ruban de mariage. Clara le ramassa, reconnaissant le toucher. C'était le même que celui qui retenait les cheveux de la femme du portrait. Quand elle rentra à la maison, Gabriel était à la porte. Ses yeux étaient sombres, son visage durci. « Où étais-tu » ? « Dans la grange. J'ai entendu, quelqu'un m'appelait. Je t'avais dit de ne pas suivre le vent. » Elle se défendit. «
Il y avait un ruban. Le même que portait ta femme. Il pâlit. Un instant, son regard dur s'adoucit. Mais il se referma aussitôt, comme une fenêtre prise dans l'orage. Brûle-le. Quoi? Le ruban. Maintenant. Pourquoi? Parce que ce qui lui appartient ne doit toucher à personne. Clara ressentit le poids de ces mots. Ce n'était pas de la superstition. C'était de la peur. Et quand la nuit tomba de nouveau, elle comprit pourquoi. Le vent souffla de nouveau dans la maison, poussant la lampe jusqu'à ce qu'elle tombe. Le feu s'éteignit. Dans l'obscurité, entre le froid et les battements de son cœur, Clara entendit distinctement. « Tu n'as rien à faire ici. » Le jour se leva avec l'odeur de la pluie et du bois humide. Clara repensait à la voix de la nuit précédente, à ces mots murmurés qui semblaient venir d'un tombeau. « Tu n'as rien à faire ici. » Gabriel ne dit rien. Il travaillait au champ depuis le petit matin, coupant du bois, vérifiant les clôtures, soignant le cheval blessé. Elle l'observait par la fenêtre, en silence. Ses gestes avaient quelque chose de mécanique, ceux d'un homme qui travaillait pour ne pas réfléchir. Sur le buffet, le portrait de Madeleine était toujours à sa place, entouré de fleurs séchées. Mais maintenant, Clara comprit, les fleurs ne pourrissaient jamais. Elles changeaient de couleur, certes, mais elles ne se fanaient pas. Comme si quelqu'un prenait soin d'elle-même en son absence. Quand Gabriel rentra chez lui, il trouva Clara devant le portrait. « N'y touche pas, dit-il d'une voix qui n'exprimait pas de la colère, mais de la peur. Elle recula, surprise. « Je voulais juste arranger les fleurs, elles étaient fragiles. Je vais les changer. Je les change toujours. » Un silence pesant s'installa. Clara s'assit lentement. Il resta là, les yeux rivés sur le cadre. Puis, avec précaution, il prit les fleurs et les remplaça par d'autres, fraîchement cueillies. Elle aimait les violettes, murmura-t-il. Elle disait qu'elles étaient tenaces. Elle poussait même sur la pierre froide. Comme toi, répondit Clara sans réfléchir. Il la regarda, surpris. Un instant, leurs regards se croisèrent, un regard chargé d'une émotion indéfinissable. Mais avant qu'il n'ait pu prononcer un mot, une rafale de vent s'engouffra par la fenêtre ouverte, dispersant des pétales sur le sol. Clara se pencha pour les ramasser et, ce faisant, elle vit quelque chose tomber du vieux bouquet. Un morceau de papier plié. Sale. Jauni. Elle le ramassa et lut les premiers mots, écrits d'une écriture ferme et délicate. Si jamais je disparais, cherchez ce qui était enfoui sous le vieux chêne. Clara leva les yeux. Gabriel la regardait. Mais son regard n'était plus froid. Il était vide. Le regard de quelqu'un qui reconnaît quelque chose qu'il a passé sa vie à essayer d'oublier. « Où est le chêne ?» demanda-t-elle. « Oublie ce papier. Il est à ta femme, n'est-ce pas? Jette-le. » Elle ne répondit pas. Elle plia le papier et le glissa dans la poche de sa robe. Ce soir-là, il ne dîna pas. Il resta sur le porche. Il dormait en silence, les yeux perdus dans l'obscurité. Clara l'observait par la fenêtre. Elle savait qu'il portait un fardeau trop lourd pour un homme seul. Et pour la première fois, elle ne ressentit pas de peur. Elle éprouva de la pitié. Des heures plus tard, lorsque le vent se calma, elle sortit lentement et s'approcha de lui. « Puis-je m'asseoir » Il ne répondit pas. Il se contenta de déplacer son chapeau de la chaise à côté de lui. Ils restèrent là, côte à côte, le regard perdu dans le vide. Le silence qui régnait entre eux n'était pas vide. Il était lourd. « D'habitude, je ne laisse personne rester ici, » dit-il sans la regarder. « La maison n'aime pas ça. »« La maison, vous ?» Il tourna la tête et la regarda enfin. « C'est la même chose. » Clara inspira profondément. L'odeur de fumée et de lavande ancienne se mêlait à la fraîcheur de la nuit. « Je ne veux rien prendre à personne, Gabriel. » Il rit, un rire sans joie. « On ne peut pas prendre ce qui est déjà perdu. » Pendant un instant, ils se fixèrent du regard. Et dans le reflet du feu, Clara aperçut une lueur dans ses yeux, non pas de la colère, non pas du désir, mais de la reconnaissance. Comme s'il voyait enfin quelqu'un qui savait ce que c'était que de fuir sa propre douleur. À l'intérieur, le portrait de Madeleine oscillait légèrement sur le mur. Et un pétale tomba seul sur le sol. Le lendemain matin, le ciel était gris. Ce n'était pas un brouillard ordinaire. C'était ce froid immobile qui donne à la montagne des allures d'église déserte.
Clara se réveilla avant le soleil, non pas parce qu'elle avait bien dormi, mais parce qu'elle ne pouvait tout simplement pas rester allongée. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le coffret enfoui. Elle revoyait Gabriel agenouillé dans la neige. Elle voyait la colère qu'il dissimulait. Elle descendit l'escalier de bois en silence. Le chalet sentait encore le bois de chauffage et le vieux café. Gabriel n'était pas dans la cuisine, mais la hache n'était pas accrochée au mur. Elle savait où il était. Elle sortit sans manteau, seulement avec un châle sur les épaules, et le vent glacial la transperçait. La neige était dure et crissait sous ses bottes. Elle marcha vers le chêne. Le chêne, elle le comprenait maintenant, n'était pas qu'un arbre, c'était un tombeau. Gabriel était là. Sans manteau épais. Sans gants. Transi de froid. Seul, face au bois sombre de la croix qu'il avait improvisé, en coupant une vieille bûche et en la clouant au sol quelques heures auparavant. Ce n'était pas une croix ornée. Elle était brute, irrégulière, mais solide. Et c'était presque son portrait. Clara ne dit rien. Elle resta quelques pas en retrait. Il savait qu'elle était là. Il ne faisait pas semblant de l'ignorer. Tu devrais être à l'intérieur, dit-il sans se retourner, d'une voix basse, sans dureté, par simple habitude. Tu vas tomber malade. Toi aussi. Il laissa échapper un petit son, presque un rire. Silence. Son souffle formait des nuages dans l'air. Ses poings étaient crispés, mais ses doigts tremblaient. Ce n'était pas le froid qui le faisait trembler. Clara s'approcha et c'est alors seulement qu'elle remarqua, au pied du chêne, il y avait maintenant une petite parcelle de terre propre et dure, sans neige. Il avait balayé l'endroit, comme s'il ne voulait rien y recouvrir. Comme si ce souvenir devait rester visible. Il était toujours agenouillé, mais ne priait pas. Il était juste là. Tel un homme montant la garde dans un lieu que le monde entier avait oublié. Ce n'était pas seulement sa femme, n'est-ce pas, demanda Clara. Sa voix était basse, mais claire. Gabriel ferma les yeux un instant. Quand il répondit, il ne chercha pas à paraître fort. Non. Le vent siffla dans les branches sèches. Le son était presque une lamentation. Ils m'ont tout pris en une nuit, dit-il. Tout. Et ils ont même cru pouvoir me voler ma mémoire. Clara sentit son cœur se serrer. Pas les hommes. Pas les voisins. Le village. Qui est enterré ici, demanda-t-elle, même si elle redoutait la réponse. Il hésita. Il déglutit difficilement. Et parla comme s'il arrachait quelque chose d'incrusté à l'os. Ma femme. Et ma fille. Clara ferma les lèvres. Fille. Le mot planait dans l'air comme un couteau. Elle. Commença Clara, mais elle n'acheva pas sa phrase. Il n'y avait pas de question assez délicate. Gabriel passa une main sur son visage et prit une profonde inspiration, comme s'il retenait un feu intérieur pour l'empêcher de s'échapper. Ma femme s'appelait Élodie, dit-il en fixant la croix. Elle était petite. Et têtue. Elle se disputait sans cesse parce que je ne savais jamais bien border les draps. Et elle riait chaque fois que j'essayais de lui expliquer qu'un drap, c'est juste un drap. On n'avait pas besoin de jolis ornements pour dormir. Sa voix trembla. Et le bébé? Un court silence pesant suivit. Le bébé s'appelait Marianne. Elle n'avait que quelques mois. Il serra les dents. Je me souviens encore de son poids, là, endormi. Il se tapota doucement la poitrine. Clara ravala le sanglot qui lui monta aussitôt à la gorge. Et qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Il ne répondit pas tout de suite. Elle crut qu'il allait dire, je préfère ne pas en parler. Mais non. Gabriel releva lentement le visage, et ses yeux brillaient désormais de cette lueur dangereuse propre à un homme qui avait vu le pire et y avait survécu. Il disait qu'Élodie était impure, dit-il. Il disait qu'elle m'avait ensorcelé, qu'elle m'avait chassé du village. Il disait qu'une femme qui domine son mari était l'œuvre du diable. Sa colère n'était pas dans le. Le volume sonore était bas. Le calme régnait. Et ils ont dit, reprit-il, la voix s'éteignant, ils ont dit que Marianne n'était pas ma fille. Clara sentit son estomac se nouer. Les cheveux de cet enfant sont trop clairs, disait-il. Elle n'est pas née de cette sauvageonne des montagnes. Et ils rirent. Clara porta la main à sa bouche. Gabriel. Ils ont attaché Élodie à un poteau, Clara, dit-il sans trembler, sans élever la voix.
Ils l'ont attachée. Devant l'église. Sous le regard silencieux du prêtre. Le vent glacial lui fouetta le visage, et pourtant Clara sentit une douce chaleur dans ses yeux. Il disait qu'elle allait avouer avec qui elle me trompait. Il disait que si elle avouait, elle risquait de ne pas être purifiée par le feu. Il serra les poings. Elle a crié que c'était un mensonge, elle a crié que Marianne était à moi. Elle a crié mon nom. Clara pleurait maintenant en silence. Il ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, il reprit. Et sais-tu ce que j'ai fait? Elle avait le souffle coupé. Rien, répondit-il, crachant le mot comme un poison longtemps retenu. Parce que je n'étais pas là. Clara comprit. Lentement. Horrible. Ils ont attendu que tu partes, murmura-t-elle. Il hocha la tête une fois. J'étais descendu au village pour échanger de la viande contre du sel. J'étais parti 2 heures. 2. À mon retour, je n'ai trouvé que de la fumée, et des trous dans le sol. Ils les ont enterrés tous les deux comme on enterre des ordures. Ils n'ont même pas laissé de croix. Sa grande main effleura le bois brut de la croix qu'il avait fabriqué de ses propres mains. Alors j'ai creusé. Au beau milieu de la nuit. Seul. Je les ai ramenés ici. La neige m'arrivait aux genoux. La lune me fixait comme si elle voulait savoir si j'allais tomber. Sa voix s'est rauque. Et j'ai juré que personne d'autre ne toucherait à ce qui m'appartenait. Clara s'approcha de lui et s'agenouilla elle aussi dans la neige glacée. Sans penser au froid. Sans penser à ce qui semblait convenable pour une femme bien élevée. Elle resta là, simplement. À côté de lui. Gabriel, murmura-t-elle. Il prit une profonde inspiration, tourna légèrement la tête et la regarda. Ce regard n'implorait ni la pitié, ni le réconfort. Ce regard ne demandait qu'une seule chose. Tu vas partir, toi aussi? Clara comprit. Et elle répondit, simplement, directement, sans fioriture. Je ne vais pas m'enfuir. Son regard changea. Pas grand-chose. Mais ils avaient changé. C'était presque imperceptible, un muscle qui se détendait, un poids qui cédait, un fil de tension qui ne lui serrait plus la nuque. Il détourna le regard, s'essuya le nez avec sa manche et murmura. Tu ne te rends pas compte de ce que tu dis. Je comprends, répondit-elle aussitôt. Si je descends seul sans toi, ils me feront ce qu'ils ont fait à Élodie. Je sais comment fonctionne cet endroit. Il serra le poing. Elle poursuivit. Et si je reste, ils diront que je suis ta femme. Ses yeux se posèrent de nouveau sur les siens. Ils le diront, dit-il d'une voix rauque. Clara respira profondément. Alors qu'ils le disent. Sa poitrine se souleva, lourde. Je ne veux pas que ton nom soit craché à terre comme ils ont craché sur le sien. Mon nom a déjà été craché à terre hier, tu te souviens, répondit-elle. Sur la place. Devant tout le monde. Silence. Il baissa les yeux. Clara effleura lentement sa main du bout des doigts. C'était la première fois qu'elle le touchait volontairement, ni par peur, ni par accident. Il ne recula pas. Ses mains étaient énormes. Chaudes, même par ce froid. Et elle tremblait. Gabriel. Dit-elle très doucement. Tu n'es pas une malédiction. Il inspira profondément. Sa mâchoire se crispa. Ils veulent te faire croire que tu es coupable d'avoir survécu. Sa gorge se noua. Mais en réalité, poursuivit-elle d'une voix basse mais ferme, tu es le seul à te souvenir de qui ils étaient. Il ferma les yeux. Et c'est à ce moment-là que Clara vit pour la première fois, l'homme des montagnes savait tuer un loup à main nue. Il savait porter une bûche que 2 hommes réunis n'auraient pu soulever. Il savait vivre seul dans le froid que les citadins ne pouvaient supporter. Mais il ne sut que faire quand on lui dit, tu mérites d'être aimé. Il resta immobile. Elle continua de lui tenir la main. Ils restèrent ainsi un temps qui sembla une éternité. Le monde autour d'eux était silencieux. La neige, immobile. Le chêne, protecteur. Puis Gabriel murmura. Si tu restes ici, ma vie n'est pas facile. Clara esquissa un sourire fatigué. La mienne a-t-elle jamais été facile? Il expira pour la première fois, comme quelqu'un qui commençait lentement à croire à la possibilité de respirer. Et puis, il y eut un bruit. Des pas. Dans la neige. Ce n'étaient pas des pas lourds d'animaux. C'étaient des pas humains.
Plusieurs. Gabriel bondit comme une bête dressée. Son corps tout entier se transforma. Son regard devint celui d'un chasseur. « Restez derrière moi, dit-il doucement. » Clara sentit son estomac se nouer. Car en contrebas, surgissant des arbres du sentier, 3 hommes armés de fusils courts et de matraques apparurent. Et elle reconnut celui qui était devant. Même de loin. Même avec l'écharpe qui lui cachait la moitié du visage. C'était le même homme qui lui avait craché aux pieds sur la place. La même voix qu'il avait traité des « offres défectueuses ». Il était revenu. Pour la retrouver. Ou pour la faire taire. Ou pour les faire taire tous les deux. Et là, sur cet Instagram. Clara comprit autre chose. À partir de cet instant, elle n'était plus seulement une femme rejetée. Elle était témoin. Et donc, désormais, le danger. La nuit embaumait le bois humide. Clara remuait la soupe sur le poêle en fonte, s'efforçant d'ignorer le poids qui pesait sur sa poitrine depuis son retour du village. Ses mains tremblaient encore. Elle tenta de le cacher à Gabriel. Il le remarqua malgré tout. « Que s'est-il passé là-bas » demanda-t-il, dos au feu, les bras croisés, son imposante stature occupant la moitié de la petite cuisine. Clara inspira profondément, mais ne répondit pas immédiatement. Gabriel n'était pas stupide. Il savait toujours interpréter les signes, traces dans la boue, empreintes dans la neige, ombre à l'horizon. Et à cet instant, il lisait sur son visage. « Qui t'a vu » demanda-t-il d'une voix basse, maîtrisée, menaçante. Elle déglutit difficilement. « Gabriel. Je dois te dire quelque chose, mais tu ne peux pas te fâcher. » Silence. C'était le pire choix de mots possible. Les muscles de sa mâchoire se contractèrent. « Parle. » Clara serra la coquille. « Le chasseur que tu as chassé hier. L'homme qui t'a traité de « sans mêler. Il était au magasin aujourd'hui. Il a parlé de moi. » À voix basse. Près de 2 autres hommes. L'un d'eux avait une cicatrice au cou. L'autre portait ses larges ceintures à couteau. Ils ont entendu. Ils m'ont regardé, comme si je leur appartenais. Gabriel resta immobile. Trop immobile. Seuls ses yeux bougeaient. Ils se tournèrent vers elle. Sombre. Froid. Évaluateur. Qu'a-t-il dit d'autre ? Clara respira, la voix presque brisée. Il a dit que tu caches, la veuve du chemin. Que tu crois posséder ce que tu crois perdu. Et que tu vis avec une femme qui n'est pas la tienne. Gabriel ferma les yeux un instant. Non, par honte. Par haine. Ce n'était pas pour lui. C'était pour elle. Ils savent que tu es ici, dans les montagnes, murmura Clara. Ils vont monter. Gabriel recula d'un pas, juste pour ne pas exploser sur le champ. Il passa une main dans ses cheveux attachés, respirant difficilement. Son esprit s'emballait, comme celui d'un homme préparant une guerre. « Combien y avait-il de chevaux » demanda-t-il. Clara cligna des yeux, surprise. « Tu crois que je l'ai remarqué ?»« Tu le remarques toujours » répondit-il sans hésiter. Et elle l'avait remarqué. Elle ferma les yeux, essayant de se souvenir. Juste 2 chevaux attachés au magasin. Mais le propriétaire a dit quelque chose qui ne m'a pas plu. Quoi ? Personne ne monte à la montagne ce soir. Il l'a dit comme ça. Et il a esquissé un sourire en coin. Le regard de Gabriel se figea. Ce n'était pas un avertissement. C'était de la complicité. C'était, j'ai vu, je sais, je n'ai rien vu. Il prit une profonde inspiration. Ils ne viennent pas demain. Ils viennent aujourd'hui. Clara retint son souffle. Aujourd'hui ? Il se contenta d'acquiescer. Et puis, comme si l'univers avait entendu, comme s'il attendait le signal. Toc. 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 3 coups secs à la porte. Pas fort. Poli. C'est ce qui la glaça d'effroi. Un homme qui frappe doucement ne demande pas la permission. Il dit, inutile de frapper fort. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Gabriel ne cligna même pas des yeux. D'un geste rapide, d'un calme surprenant pour sa taille, il éteignit la lampe de la fenêtre du bout des doigts, ne laissant que la faible flamme du poêle, et lui fit signe. Ne parle pas. Ne bouge pas. Reste derrière moi. Elle obéit machinalement.
Mais son cœur battait si fort qu'elle était persuadée que les hommes dehors pouvaient l'entendre. La porte ouverte facilite grandement la conversation, lança une voix rauque de l'extérieur. On ne veut pas défoncer la porte. On veut régler ça à l'amiable. Clara l'a reconnu. Ce n'était pas le chasseur. C'était quelqu'un d'autre. Celui avec la cicatrice. Gabriel répondit calmement, fermement, sans s'approcher de l'encadrement de la porte, et moi aussi, je veux dormir en paix. Alors, descendez de la montagne. Des rires. Deux. L'un tout près. L'autre un peu plus loin. Ils se séparèrent, pensa Clara. L'un est à la porte. L'autre, où? Celui avec la cicatrice reprit la parole, plus fort, pour que les deux à l'intérieur puissent l'entendre. On ne veut pas d'ennui avec toi, Coyote. Coyote. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Personne ne l'appelait Gabriel. Seuls ceux qui connaissaient sa vie d'avant l'appelaient ainsi. La vie de Clara avant elle. Nous sommes venus seulement pour prendre ce qui reste de son mari. L'estomac de Clara se glaça. Elle ne comprit pas tout de suite. Ce qui reste de son mari. Puis elle comprit. La terre. L'argent. Les droits. Le corps. Elle. Ils n'étaient pas là pour se venger. Ils étaient là pour s'approprier. Gabriel fit un pas en avant. Sa voix était basse. Il n'y a rien ici qui appartienne à l'homme qu'elle a enterré. C'est ce que tu dis, répondit la voix. Mais la loi de la vallée est claire. Une veuve seule ne marche pas en paix. L'homme le plus proche décide de son sort. Et le plus proche, ce n'est pas toi. Clara ferma les yeux. Ce n'était pas qu'une menace. C'était la coutume. Ancienne. Cruelle. Acceptée. Si une femme perdait son mari sur une route dangereuse et que personne ne la réclamait, n'importe quel homme pouvait la prendre sous sa protection. Et protection pouvait vouloir dire n'importe quoi. Elle avait déjà entendu des histoires comme celle-ci. Des histoires qui ne se terminaient jamais bien pour les femmes. Gabriel répondit lentement, la loi des montagnes est différente. Et c'est Madoval. Silence. Puis la voix changea de ton. Elle devint plus froide. Ouvre la porte, sans mêler. Clara sentit Gabriel se raidir devant elle. Non pas par peur, mais par tenue. Elle ravala sa propre peur. Elle lui toucha légèrement le dos, presque en le suppliant, s'il te plaît, pas pour moi, ne te jette pas dans ce pétrin à cause de moi. Il sentit son contact. Et parla sans se retourner. Écoute. C'était un ordre, mais il sonnait comme une protection. Si ça dégénère, prends ton manteau, passe par la porte du garde-manger, suis le corral, cours jusqu'au pas tombé. Reste couché. Ne te relève surtout pas. Je viendrai te rejoindre. Clara murmura, horrifiée, tu crois que je vais te laisser seul ici face à deux hommes armés? Il répondit sans hésiter, tu crois que je vais te laisser tomber entre les mains d'un homme qui te traite de veuve comme si tu étais une marchandise? Elle ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Toc. Plus fort maintenant. C'est la dernière fois, dit la voix. Ouvre cette porte où on entre et personne ne pourra jamais dire que ce n'était que des paroles en l'air. Et c'est alors que Clara réalisa autre chose, quelque chose d'horrible. Elle ne tremblait pas seulement de peur. Elle tremblait de colère. Colère d'avoir été traitée comme un animal qu'on fait passer de maître à maître. Colère d'avoir été jugée sans même qu'on lui demande son nom. Colère d'avoir à nouveau peur. Non. Ça suffit. Avant que Gabriel ne puisse l'arrêter, Clara fit un pas à ses côtés, se plaça à portée de la lueur du feu volontairement et cria. Je n'appartiens à personne. Silence. Un silence pesant s'installa. Elle sentit Gabriel se tourner brusquement vers elle, surpris. Dehors, l'homme laissa échapper un petit rire. Ah, elle parle donc. Un autre rire résonna plus loin, à gauche de la fenêtre. Voilà, pensa T.L. Le second fait le tour. Ils vont forcer l'entrée par les deux côtés en même temps. Gabriel le remarqua lui aussi. Mais ce n'était plus le calme. Ce n'était plus seulement de la retenue. Il tourna de nouveau le visage vers la porte, et lorsqu'il parla, ce n'était plus l'homme que Clara connaissait dans la cuisine. C'était autre chose. Quelque chose de brut. D'antique. Quelque chose qui expliquait pourquoi on l'appelait Coyote.
Je vais compter jusqu'à 3, dit Gabriel. La voix dehors se moqua. Tu vas compter pour moi. Non, répondit Gabriel froidement. Je vais compter pour que tu puisses lâcher le pistolet avant que je te casse la main. Le rire s'éteignit. Clara le vit. C'était le moment. Le point de rupture. Un éclair zébra le ciel au loin. Le vent fouetta les murs de bois. Le feu crépita dans le poêle. Gabriel commença. 1. Celui qui avait la cicatrice jura à voix basse. Un pas traînant sur le perron. 2. Clara retint son souffle. C'est au 2 qu'elle réalisa qu'elle pleurait sans même s'en rendre compte. Ce n'était pas des larmes de peur. C'était autre chose. Car à cet instant précis, elle comprit une vérité qui la consumait. Ce n'était plus « je me cache dans sa cabane ». C'était « cette maison est à nous maintenant ». Cette confrontation est à nous maintenant. Cette vie est à nous maintenant. Et si quelqu'un voulait lui prendre cela, il faudrait le lui prendre vivante. Gabriel ouvrit la serrure de fer d'un claquement sec. 3. Et tira la porte. La première chose que Clara ressentit fut le froid. Ce n'était pas le froid des montagnes. C'était un autre froid. Un froid intérieur, celui qui vous envahit quand vous comprenez soudain que vous êtes en danger. Car lorsque la porte s'ouvrit, ce n'était pas seulement Gabriel qui apparut. C'était la vérité. L'homme qui se tenait devant elle, ce cousin de confiance, n'avait pas le regard de celui qui était venu chercher une jeune femme pour s'occuper de la famille. Il avait le regard de celui qui était venu acheter de la marchandise. Il sourit. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Alors, c'est-elle la fiancée et conduite, dit-il à voix basse, examinant Clara comme s'il choisissait un cheval à la foire. Clara garda le dos droit. Elle n'était la fille de personne, mais elle n'appartenait à personne non plus. Je ne t'appartiens pas, répondit-elle fermement. Il laissa échapper un petit rire. Pas encore. Gabriel agit avant même d'avoir pu réfléchir. Il se plaça entre eux. Il ne toucha pas Clara, mais créa une barrière de son propre corps. Ça suffit. Le mot sortit d'une voix grave. Lourd. Comme le tonnerre qui n'a pas encore déferlé, mais qui annonce déjà qu'il va déchirer le ciel. Un silence s'installa. On n'entendait plus que le bruit de la pluie battant sur le toit. L'homme haussa un sourcil, évaluant Gabriel. Tu t'es mêlé de ce qui ne te regardait pas, montagnard. C'est une affaire de famille. La fille était promise. Il y avait un accord. Un accord? La voix de Gabriel baissa encore. Un accord, c'est quand deux personnes consentent. Ce que j'ai vu, c'est un vieil homme qui renvoie une fille parce qu'il n'aimait pas sa taille. Clara sentit ses yeux brûler. Non pas parce que ce souvenir était douloureux, mais parce qu'entendre son histoire racontée comme si elle avait la moindre importance lui faisait mal. Et maintenant, qu'allez-vous faire, insista l'homme. Allez-vous cacher cette femme ici? Allez-vous provoquer un scandale? Allez-vous vous en prendre à ceux qui règnent sur toute la chaîne de montagnes? Gabriel respira lentement. Il fit un pas en avant. Et alors Clara comprit. Son calme n'était pas de la faiblesse. C'était un avertissement. Si quelqu'un lui fait du mal, dit-il en la regardant droit dans les yeux. À ses yeux, aucune montagne ne te cachera de moi. Ce n'était pas un cri. Ce n'était pas la menace d'un macho hurlant pour paraître effrayant. C'était simplement la vérité. Et c'est précisément pour cela qu'elle était terrifiante. Car l'étranger recula d'un pas. Mais il ne renonça pas. Tu crois pouvoir régler ça avec des muscles et une hache, dit l'homme, forçant un ton de dédain pour masquer sa peur. Tu vis seul ici, veuf, avec 2 enfants. Crois-tu pouvoir te débrouiller quand 10 hommes débarqueront? Crois-tu pouvoir protéger tout le monde? Clara sentit un coup de poing dans l'estomac. Car c'était cette question qui faisait mal. Elle jeta un coup d'œil à Gabriel. Allait-il mentir? Allait-il dire, oui, je peux porter le monde entier sur mes épaules? Non. Gabriel ne mentit pas, non, répondit-il. Le cœur de Clara s'arrêta un instant. Puis il termina. Je ne suis pas seul. L'homme fronça les sourcils. Gabriel désigna du menton l'intérieur de la maison. Vous voyez cette lumière, dit-il. C'est celle de la table où ma fille dessine. Vous sentez l'odeur du pain? C'est elle. Il inclina la tête vers Clara.
la femme que vous avez prise pour une ombre. Clara sentit ses jambes trembler. Elle faillit s'asseoir. Gabriel ne quittait pas l'intrus des yeux. Si vous croyez que je vais laisser quelqu'un me reprendre ça, poursuivit-il d'une voix presque inaudible, essayez donc. La pièce sembla se rétrécir. La pluie redoubla d'intensité. Et pendant un instant, un silence de mort s'installa. L'homme serra les lèvres. Il attrapa son manteau. Clara vit le geste et son corps réagit avant sa pensée, elle se plaça un demi-pas devant Gabriel, comme pour le protéger. C'était instinctif. C'était absurde. C'était de l'amour. Clara, murmura-t-il doucement. Elle ne partit pas. L'étranger le remarqua. Il perçut le lien. Et son sourire changea. Le sourire de celui qui avait trouvé l'arme idéale. Je comprends, dit-il. Il ne s'agit plus d'honneur, ni d'un accord. Il s'agit de ce qu'elle est en train de devenir dans cette maison. Et il regarda Clara droit dans les yeux. Tu sais ce qu'ils disent en bas, n'est-ce pas? Il inclina le visage, d'un air venimeux. Ils disent que tu es entré chez un veuf et que tu as fait semblant d'être la mère de ses enfants. Ils disent que tu essaies de prendre la place de la défunte. Clara sentit le sang se retirer de son visage. Parce que ça, c'était un couteau. Ils te traiteront d'usurpatrice, poursuivit-il lentement, cruellement. D'opportuniste. D'effronté. Ils diront que tu t'es jeté sur un homme seul pour avoir un toit et un nom. Et quand tout cela explosera, quand sa réputation sera salie à cause de toi, crois-tu qu'il pourra le supporter? Gabriel fit un pas en avant si rapide que le plancher craqua. Ça suffit. Mais Clara leva la main et l'arrêta. D'un simple effleurement. Elle s'avança. Elle se retrouva face à face avec l'homme. Et quand elle parla, ce n'était pas un murmure. C'était toute sa voix. Je n'ai volé la place d'aucune femme, dit-elle, chaque syllabe résonnant avec force. Personne ne remplace quelqu'un qui est mort. Personne n'efface la douleur d'une maison. Je ne suis pas venu ici par commodité. Je suis venu parce que 2 enfants avaient besoin de manger, et parce qu'un homme qui saigne encore intérieurement avait besoin de respirer. Elle prit une profonde inspiration. Et parce que j'avais aussi besoin d'un endroit où mon nom ne serait pas une ordure. Silence. Dehors, la pluie formait un véritable mur d'eau. L'homme serra les dents. Ça n'a aucune importance, dit-il d'un ton sec. Ce qui compte, c'est que tu reviennes avec moi. Aujourd'hui. Maintenant. Sinon, je reviendrai avec des renforts. Et quand je reviendrai. Il regarda Gabriel, et son sourire se transforma en lame. Je ne frapperai pas avant. Clara sentit sa poitrine se figer. C'est alors que Gabriel murmura, presque à son oreille, comme si c'était un secret entre deux. Clara. Elle détourna le regard. Il ne semblait pas avoir peur. Il semblait déterminé. Me fais-tu confiance? Elle resta muette. Elle se contenta d'un signe de tête. Un simple mouvement de tête. Il posa sa main sur la sienne. Forte. Chaleureuse. Puis, enfin, il leva la hache. Non pas comme une vaine menace. Non pas pour faire de la figuration. Comme une déclaration. Il posa le manche au sol, la lame tournée sur le côté, et parla sans crier. Tu quittes mes terres. Va sur la route et dis à l'homme qui t'a envoyé que cette maison n'est pas vide. Dis-lui que s'il veut tester jusqu'où je suis prêt à aller pour celle que j'aime, il peut venir en personne. Le mot planait dans l'air. Amour. Clara le sentit la pénétrer comme un feu. L'intrus les regarda tous les deux. Il regarda la pluie. Il regarda la hache. Calculateur. Et il recula. Un pas. 2. Sans les quitter des yeux. Ce n'est pas fini, dit-il. Non, répondit Gabriel. Ce n'est pas fini. L'homme tourna le dos, releva son chapeau pour se protéger le visage et disparut sous la pluie, englouti par l'obscurité des montagnes. La porte se referma. Le verrou s'abaissa. Et c'est seulement à ce moment-là que Clara s'effondra. Ses jambes la lâchèrent. Tout son corps lui permit enfin de sentir ce qu'elle tenait. Gabriel la rattrapa par les bras avant qu'elle ne tombe au sol. Et. Elle essaya de parler, mais sa voix tremblait. Ils vont revenir, Gabriel. Il posa son front contre le sien. Si près qu'elle.
Elle sentit la chaleur de son souffle. Ils le feront, répondit-il, sans mentir. Ses yeux s'emplirent de larmes. Et s'ils te font du mal? Et s'ils touchent aux enfants? Et s'ils m'emmènent? Personne ne t'emmènera. Il était si calme qu'elle faillit le croire. Faiblement. Comment peux-tu en être aussi sûr? Il prit une profonde inspiration. Et répondit par la première vraie promesse qu'il lui avait faite. Parce que désormais, tu n'es plus une invitée. Tu es à moi. Son cœur battait si fort qu'elle en avait mal. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, ils entendirent de petits pas dans le couloir. La fille de Gabriel était debout, somnolente, serrant sa couverture contre elle, les yeux effrayés. « Papa, tout va bien ?» Gabriel ouvrit la bouche. Mais c'est Clara qui répondit. « Oui, mon amour, » dit-elle d'une voix encore tremblante, mais douce. « Tout va bien. Tout ira bien à nouveau. » La jeune fille hésita. Puis elle traversa le couloir et enlaça Clara par la taille, comme si cet endroit lui avait toujours appartenu. Gabriel le vit. Il vit et comprit qu'après cette nuit, il n'y avait plus « elle et nous ». Il n'y avait plus que « nous ». Mais avec ce « nous » s'ajoutait autre chose. Le danger. Car désormais, il ne s'agissait plus seulement d'un homme cherchant à acheter une épouse. Il s'agissait d'hommes prêts à gravir la montagne, armés, pour reprendre ce qu'il venait d'appeler sa famille. Et la prochaine étape ne serait pas la parole. Ce serait la guerre. Le vent se leva avant l'aube. Ce n'était pas le vent de montagne habituel, celui qui porte l'odeur des pins et de la terre humide. C'était un autre genre de silence, celui qui annonce un événement imminent, celui où la nature presse ce que les hommes ignorent encore. Gabriel était assis sur le perron, sa hache à ses côtés, le regard fixé sur l'horizon. La pluie de la nuit précédente avait purifié l'air, mais le silence était pesant. Pas d'oiseaux, aucun bruit hormis le craquement du vieux bois. Clara se réveilla tôt, mais ne l'appela pas. Elle savait que ce silence précédait la décision. Elle alla donc à la cuisine, alluma le feu et se mit à faire du pain. C'était ce qu'elle savait faire quand son âme tremblait, cuisiner, créer de la chaleur, feindre la normalité tandis que le monde s'écroulait. Les enfants de Gabriel dormaient encore. Elle les regarda et ressentit une pointe de douleur, comme un avertissement, protéger, ce n'était pas seulement se battre. C'était rester. Alors que le soleil commençait à se lever, teintant les montagnes d'or, Gabriel entra. Son visage était fatigué, sa barbe humide de rosée. « Ils arrivent, » dit-il sèchement. « 2 chevaux, peut-être 3. Ils s'arrêtent près du ruisseau. » Clara s'appuya sur la table. « 3, murmura-t-il. « Pour l'instant. Mais toute la vallée est au courant. Bientôt, il y en aura d'autres. » Il se dirigea vers le placard, en sortit un vieux fusil et en testa le mécanisme. Elle s'approcha, le cœur battant la chamade. « Gabriel, tu ne peux pas les affronter seul. »« Je n'irai pas seul. » Et il la regarda. « Tu es là, n'est-ce pas ?» Elle resta sans voix. Il poursuivit. « Je veux que tu emmènes les enfants à l'intérieur de la vieille étable. Là, le bruit ne passera pas. Si je te le dis, ne pars pas. Même si tu entends un cri. » Elle secoua la tête. « Je ne te quitterai pas. Tu n'as pas le choix, Clara. » Sa voix était ferme, mais son regard, suppliait. « J'ai déjà perdu une famille. Je n'en perdrai pas une autre. » Un instant, tout s'arrêta. Le bois crépitait dans le feu. Son souffle résonnait entre les murs. Alors Clara prit la parole, sans crainte. « Tu ne perdras pas. Parce que je ne te laisserai pas te battre seul. » Gabriel baissa son arme, épuisé. Il ne savait s'il devait rire, pleurer ou simplement accepter la situation. La femme qu'il avait recueillie était désormais celle qui le protégeait. Le bruit des sabots commença à résonner sur le flanc de la colline. 1, 2, 3, 4, ils étaient maintenant 5. Ils s'approchaient lentement, d'un pas assuré. Des hommes qui n'avaient pas besoin de courir, car ils pensaient avoir déjà gagné. Clara regarda par la fenêtre. Le premier cavalier portait un drapeau sombre. « Le cousin, » murmura-t-elle. « Il est arrivé. » Gabriel serra plus fort le manche de sa hache. Alors la conversation est terminée. Le vent se leva. Les arbres plièrent comme pour s'incliner devant la tempête qui se préparait. Dehors, les chevaux s'arrêtèrent.
les hommes mirent pied à terre et commencèrent à gravir l'étroit sentier. Le bruit de leurs bottes sur le gravier rythmait la guerre qui approchait. Clara prit une profonde inspiration. Elle regarda les enfants, l'un rêvait encore, l'autre serrait son ours en peluche contre lui. Et alors elle comprit, sa peur n'était pas de mourir. C'était que les enfants grandissent en pensant que le monde appartenait aux forts. Et non aux justes. Elle se tourna vers Gabriel. Si nous devons tomber, tombons ensemble. Il la regarda avec un mélange de douleur et d'amour. Puis il hocha la tête. Alors ce sera ensemble. Le premier coup de feu retentit sans prévenir. Un claquement sec fendit l'air. La vitre vola en éclats et le bruit résonna dans toute la maison. Gabriel plaqua Clara au sol, la recouvrit de son corps et se roula derrière la table. « Reste à terre » cria-t-il. Dehors, les voix grondaient comme le tonnerre. « Livrez-nous la femme et la maison restera debout. » Clara le regarda, les yeux embués de larmes, mais aussi d'une lueur intense. « Ils ne prendront rien. » Gabriel chargea le fusil. La hache était à portée de main. « Et quand ?» Le deuxième coup de feu retentit, répondit-il. Le bruit résonna dans les montagnes comme le rugissement d'une bête blessée, un avertissement, une limite, une promesse. Le vent souffla plus fort. Les rideaux dansèrent. Dehors, l'écho de la pluie semblait pleurer les vivants et les morts à venir. Clara ferma les yeux un instant et murmura une prière. « Seigneur, si aimer un homme comme celui-ci est un péché, puisse le pardon venir ensuite. » Gabriel la regarda et dans ce regard, il y avait ce que les mots ne pouvaient exprimer. Ni promesse, ni projet. Seulement la certitude que l'amour, là, était plus fort que la peur. Dehors, des pas lourds s'approchèrent de la véranda. L'odeur de poudre emplit l'air. Gabriel leva la hache. Clara s'agenouilla près de lui. Et quand la porte grinça pour la dernière fois. Le vent hurla avec eux. La porte s'ouvrit brusquement, se brisant en deux. Le bruit résonna comme le tonnerre. L'air se chargea de poussière, de fumée et de peur. Clara, instinctivement, se couvrit le visage, sentant des éclats de bois siffler dans l'air. Mais Gabriel ne recula pas. Il fit un pas en avant. La hache luisait dans la pénombre. Dehors, les hommes hésitèrent. Il y avait quelque chose dans cette silhouette, un silence, une fermeté qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Le premier coup de feu retentit trop vite. Un éclair. Un rugissement. Le son perça les tympans de Clara. Gabriel esquiva instinctivement, et la balle frappa le mur, projetant des éclats sur le portrait de sa femme défunte. Madeleine. Le cadre tomba. Le verre se brisa. Et à cet instant, quelque chose en Gabriel se brisa avec lui. Il fixa le portrait au sol, et un instant, le temps sembla s'arrêter. Le visage de la femme qu'il avait aimée. Du sang séché sur le coin du verre. Le passé et le présent, s'entrechoquant. Le second homme entra. Gabriel se retourna et frappa la table de la hache, la fendant en deux. Le bois explosa en éclats. L'intrus trébucha. Gabriel le repoussa, et le bruit de sa chute se mêla au tonnerre. Clara hurla. Un autre coup de feu. L'odeur de poudre emplit l'air. Elle rampa jusqu'au mur, entraînant les enfants dans un coin. Son cœur battait si fort qu'il résonnait comme un tambour de guerre. Dehors, une voix cria. « Finissez-le » Puis le silence. Ce silence qui précède le pire. Gabriel respirait bruyamment. Du sang coulait le long de son bras gauche. Mais ses yeux, ils n'avaient pas peur. Ils étaient en colère. Et épuisés. Clara tenta de s'approcher. « Gabriel, s'il te plaît. » Il secoua la tête. « Reste où tu es. » Sa voix était déjà rauque. Mais ferme. Comme s'il soutenait le plafond avec ses mots. L'homme à la cicatrice apparut derrière la fumée. Un pistolet à la main. Un sourire en coin. « Je t'ai enfin trouvé, coyote. » Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce nom encore. Celui qu'il n'avait jamais expliqué. L'intrus poursuivit. « Je savais que tu ne pouvais pas te cacher éternellement. Je te reconnaîtrais dans n'importe quelle chaîne de montagne de ce maudit pays. » Gabriel abaissa lentement sa hache. « Je n'ai pas tué l'homme, dit-il d'une voix rauque. J'ai seulement défendu la femme. » L'homme à la cicatrice rit. « C'est ce qu'ils ont dit.
Mais son mari était ami avec des gens puissants. Et maintenant, tu paies pour le sang que tu as versé. Clara comprit tout. Le passé qui le hantait. La culpabilité qui le rongeait. L'histoire qu'il n'avait jamais racontée. Il n'était pas un meurtrier. Il était un survivant. Gabriel leva les yeux vers l'homme. Je ne paierai pas pour avoir protégé des innocents. Celui qui avait la cicatrice sourit. Alors meurs avec. Un coup de feu retentit. Mais il ne venait pas de l'extérieur. Il venait de l'intérieur. Clara. Les mains tremblantes, le regard fixe. Le petit pistolet, hérité de son père. Tout son corps tremblait, mais le tir était précis. L'homme s'écroula. L'écho du coup de feu emplit la cabine. Silence. Seul le souffle des vivants. Gabriel la regarda et vit la femme qui, jadis, craignait sa propre ombre, désormais en train de les sauver tous. Elle laissa tomber le pistolet. Ses yeux s'emplirent de larmes. Je ne pouvais pas le laisser te tuer. Il la rattrapa avant qu'elle ne s'effondre. Tu ne m'as pas sauvée, Clara, murmura-t-elle d'une voix faible et lasse. Tu m'as libérée. Dehors, le vent tomba. L'aube se levait, teintant les cendres et la fumée d'or. Le portrait de Madeleine gisait brisé au sol. Mais le soleil filtrait à travers les éclats de verre et illuminait le visage de Clara, comme si le passé avait enfin cédé la place à l'avenir. Gabriel prit une profonde inspiration et la regarda. C'est fini. Non, répondit Clara. Ça commence. Il sourit, pour la première fois sans douleur. Il la serra fort dans ses bras, et pendant un instant, le monde ne fut plus que le souffle du vent. La dernière lueur de la cabane brûlait doucement, comme une promesse. La brume enveloppait les montagnes comme un voile de mariée. Le jour se leva lentement, timidement, comme si le soleil lui-même craignait d'illuminer ce qui restait. Le sol sentait encore la poudre. Le bois de la porte était embrasé de cendres. Mais le silence régnait, ce silence rare qui n'existe que lorsque le pire est passé. Gabriel était assis sur le porche, le bras bandé, le visage fatigué. Clara, agenouillée près de lui, essuyait le sang séché que le vent n'avait pas emporté. Les enfants dormaient ensemble dans la cabane, blottis sous la même couverture. Ils ne sont pas revenus, dit-elle. En bas. Non, répondit Gabriel en regardant la vallée. Mais quelqu'un finira par monter. Ils le font toujours. En bas, le hennissement des chevaux résonna entre les pierres. Cette fois, ce n'était pas une menace. C'étaient les forces de l'ordre. Clara le fixa. Tu vas t'enfuir? Gabriel esquissa un sourire. Je fuis depuis trop longtemps. Et s'ils t'arrêtent? Alors ils prendront un homme qui a enfin compris ce qu'est l'amour. Elle lui prit la main. Ne parle pas comme ça. C'est vrai, Clara. Il prit une profonde inspiration. J'ai passé des années à essayer d'effacer mes erreurs, mais ce qui me rongeait, ce n'était pas l'erreur elle-même. C'était la peur de tout recommencer. Elle baissa les yeux, les larmes aux yeux. Et maintenant? Maintenant, je reste. Si je dois tomber, autant que ce soit la face cachée. Clara lui serra la main, le visage grave. Alors je reste aussi. Le bruit des sabots se fit plus distinct. 3 chevaux. 3 hommes en uniforme gravirent la montagne avec précaution, comme on escalade un champ de fantômes. Arrivé à destination, l'un d'eux descendit de cheval, regarda autour de lui et aperçut le corps de l'envahisseur recouvert d'une bâche et la femme aux mains tremblantes. « Ça va ?» demanda-t-il. Gabriel hocha la tête. Il a tenté d'envahir. Je n'ai fait que défendre ce qui m'appartient. Le soldat le fixa, évaluant la situation. Puis il regarda Clara et vit dans ses yeux quelque chose d'impossible à feindre, la vérité. Les montagnes en parleront pendant des semaines, dit le soldat. Mais je n'ai rien vu d'autre qu'un homme défendant sa maison. Clara expira, ses épaules se détendant. Gabriel baissa la tête, reconnaissant. L'homme remonta en selle et s'éloigna avec les autres. Quand le hennissement des chevaux s'estompa au détour du chemin, le silence revint, mais il faisait maintenant jour. Clara se dirigea vers le vieux chêne derrière la maison. Celui-là même sous lequel elle avait trouvé le mot de Madeleine. Là, la neige commençait à fondre, dévoilant les racines ancestrales et la terre sombre. Elle s'agenouilla et déposa le papier à terre, murmurant. Elle a pris soin de toi jusqu'au bout. Maintenant, laisse-moi prendre soin de toi.
Gabrielle s'approcha et s'arrêta derrière elle. Que as-tu dit? Qu'il n'y a pas de fantôme quand l'amour est véritable. Seulement des souvenirs. Il la tira doucement par les épaules. Clara se releva. Ils se tinrent face à face, baignés d'une lumière dorée par le soleil levant. Alors reste, dit-il. Seulement si c'est pour toujours. Le baiser vint sans hâte. Sans culpabilité. Comme si le temps avait attendu cet instant pour respirer. Et, lorsqu'ils se séparèrent, le vent souffla de nouveau, non plus comme un avertissement, mais comme une bénédiction. À l'intérieur, les enfants s'éveillaient. Un nouveau jour se levait. La cabane, désormais illuminée par les premières lueurs du jour, cessa d'être un refuge et devint un foyer. Et c'est ainsi que les montagnes préservèrent une autre histoire d'amour et de courage, celle de la femme qui a affronté son passé et de l'homme qui a réappris à aimer. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à vivre avec nous chaque émotion, chaque amour et chaque nouveau départ.